Madame, Monsieur, bonjour. Dans un style simple et attractif, Xavier Diatta, l'auteur de Casamance, les geôles du mensonge, nous présente cet ouvrage, un récit, une narration de la situation de la Casamance de 1980 à nos jours. Monsieur Diatta, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Vous êtes Casamancé? Je suis Casamancé. Pourquoi vous avez écrit sur la Casamance? J'ai écrit sur la Casamance d'abord parce que je voulais porter un témoignage. Un témoignage de ce que j'ai vécu en Casamance. Un témoignage parce que si vous regardez les récits bibliographiques, je ne dis pas qu'ils sont quasi inexistants, mais il y a certaines informations qui sont passées sous silence, qui font que j'ai tenu à apporter mon témoignage à moi. Bon, c'est vrai que c'est pas une règle d'évangile, c'est une contribution. Et j'attends beaucoup de lecteurs qui l'enrichissent, qui l'amendent, qu'ils apportent un œil neuf, un œil nouveau, par la mise à disposition de la population d'autres écrits, pour qu'un jour, des jeunes comme vous, qui ont toute la scientificité, écrivent l'histoire de notre Sénégal. Justement, l'histoire du Sénégal est en train d'être écrite. Aujourd'hui, est-ce que votre angle de regard est à porte-à-faux avec ce qui est raconté dans cette affaire? Ben non, moi je crois qu'une histoire, moi je ne suis pas historien, je l'ai toujours dit, j'ai écrit à Corée-Adia, donc je dis, je ne suis pas historien. Simplement, je porte un témoignage. Maintenant, justement, il appartiendra aux historiens de métier d'évaluer pour voir si je suis en porte-à-faux ou si je suis dans la ligne de mire de ce projet, de ce vaste projet qu'est l'écriture de l'histoire du Sénégal. Vous avez, au début, situé en quelque sorte les responsabilités en parlant de l'État, en parlant des Casamancés, mais aussi en ayant une approche politico-économique, je le disais tantôt. Pourquoi ce choix? Ou bien ce sont les réalités de la situation qui l'imposaient? Moi, j'écris, comme vous l'avez dit, j'écris un roman, un récit. Donc, je pars de la situation réelle, pas de la situation, d'une situation virtuelle, d'une situation réelle qui est là, qui est à portée de main, et je la raconte. C'est pourquoi, si vous regardez, je pars sur une histoire familiale. Le texte tourne autour d'une histoire d'une famille. Exact. Voilà. Avant même d'entrer dans les profondeurs de cet ouvrage, quelle a été votre relation entre vous en tant qu'auteur casamancé et les faits en tant que tel? Est-ce qu'il y avait la distance qu'il fallait pour ne pas tomber dans les travers de la subjectivité? Justement, là, je compte sur vous, qui êtes d'abord des professionnels du métier, pour évaluer. Si je me mettais aujourd'hui à porter un jugement sur ce que j'ai mis dans ce livre, ce serait, à mon sens, prétentieux. Je crois que c'est l'œil extérieur, il appartient à l'œil extérieur, de dire, écoutez, M. Diatta est en porte-à-faux, ou M. Diatta avait un parti pris, ou M. Diatta était impartial. Ça, c'est à vous de répondre à cette question. Après le contexte dans lequel cet ouvrage est écrit, parlons maintenant de la forme. Lorsque l'on regarde la couverture de cet ouvrage, Casamance, les geôles du mensonge, commentez cette couverture. Cette couverture, d'abord je commence par le titre. Parce que le titre, Les geôles du mensonge, j'ai remarqué que dans la presse, certains journalistes prennent des raccourcis. Exact. Ils pensent que c'est un brûlot, c'est un livre de dénonciation. Non. Dans mon premier livre, j'ai mis en exergue Fille du terrain, tout ce qui a été à l'origine de ce conflit. Exact. Et de mon point de vue personnel, je trouve que nous avons été piégés. Nous avons été piégés parce que nous avons, moi y compris, nous n'avons pas été suffisamment rigoureux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le pied s'est refermé sur nous-mêmes et nous sommes dans un cachot. Le cachot qu'on appelle la géôle. C'est pourquoi je dis Casamance, les geôles du mensonge. Pourquoi? Parce que maintenant, tout ce qui va tourner autour de cette histoire, on va essayer de la colmater. Et en la colmatant, on amène des mensonges, on amène des contre-vérités, qui fait que cette histoire est émaillée d'un tissu, d'un faisceau d'incompréhension
qui, somme toute, si on était resté sur une table, on aurait pu en discuter et en sortir vraiment de façon remarquable. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. La photo, c'est la photo justement de ce vieillard qui, dans le roman, était au soir de sa vie. Et il s'est rendu compte qu'il n'était pas très proche de son enfant. Son enfant n'étant pas au Sénégal, ils ont commencé à s'échanger. Ils ont fait des échanges épistolaires de courrier qui font que truc. C'est ce vieux. Je voulais que les gens voient le faciès de ce vieux qui... il est au soir de sa vie, mais il dégage une certaine sagesse, une certaine quiétude. C'est... Voilà. Maintenant, le bas de la couverture, c'est l'Harmattan. L'Harmattan, je ne vous apprends rien. Et l'arrière-plan, c'est la Casamance. L'arrière-plan, c'est la Casamance. Exact. Voilà. Alors, cet ouvrage, si on le lit, on peut le diviser en deux parties. La première partie, comme si vous nous fassiez un portrait avec des échanges d'une famille, d'une personne à une autre. Qu'est-ce que vous vouliez montrer? Vous nous avez parlé de Léo, de Pascal, de Seynabou. Pourquoi? Seynabou est musulmane, Léo est catholique. Ouais. C'est la multiparticularité de notre Sénégal. Exactement. Je voulais justement, parce que moi, ma hantise profonde, c'est que ce Sénégal, nous soyons unis. Ce Sénégal est tellement petit que certains clivages religieux ou confession ou je sais pas moi, ethniques viennent vraiment diviser cette nation. Parce que dans la division, on ne pourra rien entreprendre. Ce n'est que dans l'union qu'on pourra construire une nation forte. Vous savez, aujourd'hui, si les États-Unis et la Chine sont en pleine confrontation par le biais de Huawei sur la 5G, et que nous, comme des enfants, nous sommes dans une cour de récréation en train de nous crêper le chignon. Je me dis que ce monde connecté qui va commencer déjà dans 2 ans, 3 ans, on sera complètement absent. Parce qu'on a nos préoccupations ailleurs. Et c'est dommage. C'est ça le problème. Et la spécificité de la Casamance, surtout sur cette habitation interethnique, interreligieuse, ces relations interreligieuses, comment cette Casamance-là est en quelque sorte la miniaturisation d'un Sénégal qui tend vers une communauté unie par les liens historiques? Oui, cette Casamance, comme vous l'avez, elle est multiculturelle. Exact. C'est en langage terre à terre, on dira que c'est le melting pot. Effectivement, mais il y a une certaine logique à l'intérieur. Et il faudrait que nous fassions très attention, que nous ne soyons pas pris justement par cet aspect factuel. Parce que toutes les sociétés en Casamance... Il y a quelque chose en sourdine. Il y a quelque chose en sourdine. Toutes les sociétés en Casamance, elles sont des sociétés égalitaires. Exact. Il n'y a pas une hiérarchisation sociale. Oui, il n'y a pas une hiérarchisation sociale. Et ça pose problème. Ça pose un gros problème. Je le dis souvent. C'est vrai. Cette Casamance, quand les gens sortent... Il n'y a pas de problème de caste. Il n'y a pas de problème de caste. Ça n'existe pas en Casamance. C'est bien. C'est-à-dire que même les luttes que dans les autres régions, les gens ont engagées, les luttes pour l'émancipation de la femme, les luttes pour... Ça n'existe pas en Casamance parce que, bon, enfin, pour certaines sociétés, pas toutes, parce que la femme a toujours été émancipée. Exact. Moi, je prends par exemple ma zone où le recours ultime, c'est-à-dire si aujourd'hui il y avait un problème sociétal qui est là, si jamais la société doit transiger, c'est les femmes qui transigent. C'est le dernier recours. Donc vous voyez, c'est-à-dire j'ai souvent l'habitude de dire que si aujourd'hui on voulait parler de démocratie, je crois que le milieu Diola aurait quand même des leçons à apprendre à cette grande Amérique qu'on dit qu'elle est très démocratique. Mais c'est pourquoi je vous dis, c'est un piège. C'est un piège. D'ailleurs, je crois que ce qui a aussi catalysé la survie de ce conflit, c'est que les administrateurs d'antan ne connaissaient pas la sociologie du milieu. Donc ce qui fait que quand ce problème a eu lieu, tout de suite on a dit il faut sévir, il faut sévir, il faut sévir, il faut sévir. S'ils connaissaient la sociologie du milieu, ils auraient su qu'il ne peut pas y avoir un État casamancé. Exact. Qui serait au destiné de cet État casamancé? L'abbé Diamacoune, qui est de confession catholique? C'est pas possible. D'ailleurs, si vous regardez même les MFDC, la constitution du MFDC aujourd'hui, on vous parle du Front Nord, on vous parle du Front Sud. Les gens ne font pas... Il y a une scission au sein de la... Il y a une scission à l'intérieur. Et ça se fait sur une base à la limite clanique. Ça se fait à la limite
sur une base sentimentale, filiale. Donc, vous voyez, passion. Voilà, exactement. Exact. Donc c'est pourquoi je vous dis, effectivement, c'est vrai que la Casamance, c'est une terre d'accueil. Parce que vous allez en Casamance, celui qui vient d'ailleurs, il est même plus intégré que le Casamancé lui-même. Parce que sociologiquement, comme je vous l'ai dit, c'est une société égalitaire. Et ce que les gens, peut-être que ça va faire mal aux gens, mais ce que moi j'ai remarqué, c'est que pratiquement tout Casamancé est formaté, en ce sens que dans sa tête, l'unité spatiale, Oui. la seule unité spatiale reconnue par les Casamancés, de façon vraiment inconsciente, c'est le village. Exact. Un Casamancé, quand il sort de ce village, il sort de ce village pour aller dans notre village, dans sa tête, il est considéré comme il est à l'international. Exact. Tout axe qu'il aura à poser dans ce village-là, il est évalué, il est regardé comme un étranger. Voilà. C'est la sociologie. C'est la sociologie. Cette sociologie. Voilà, qui est comme ça. Exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que cette quiétude, cette harmonie dans cet espace-là égalitaire, où il n'y avait pas un jugement basé sur la hiérarchie, qu'est-ce qui a bouleversé cette quiétude en Casamance? C'est ce que je vous dis. Une société égalitaire, il n'y a pas que des avantages. Il y a justement cet inconvénient où personne n'est chef de personne. En effet. Donc, quand il y a un petit problème, d'autres penseront que voilà, c'est parce qu'on est ostracisé, d'autres diront c'est parce qu'on est marginalisé, mais c'est une cocotte minute. Alors, dans cette histoire, vous, Moussé Diatta, vous êtes, je rappelle juste à ceux qui nous suivent que, juste pour lire une petite partie de votre biographie, que vous avez fait les sciences de l'Université de Dakar, aujourd'hui l'Université Cheikh Anta Diop. Vous avez fait les grandes écoles militaires, vous avez été au Maroc pour des études en aéronautique, mais également vous avez fait la Casamance avec une spécialisation en génie électrique lorsque vous étiez au Maroc. Donc ce conflit casamancé, vous l'avez vécu en tant que, certes, acteur par votre fonction, mais spectateur, mais acteur doublement, votre fonction de militaire, mais également acteur parce que vous êtes casamancé, vous subissiez cela. Quelle analyse vous avez bien fait de poser cette question parce que cette crise, moi, je l'ai vécue dans ma chair. Avec différents... Les soubresauts ont commencé d'abord lors de la grève de 1979, quand j'étais élève. En 82, quand cette crise éclatait, j'étais en terminale au lycée Djignabo. Donc c'est pour vous dire que j'ai vécu dedans. Bon, ensuite, voilà, comme vous l'avez dit, j'ai fait l'université, après maintenant les grandes écoles, tout ça. Et quand je suis rentré des grandes écoles, j'ai eu l'honneur et le privilège d'être envoyé par l'armée en Casamance, justement dans le cadre du conflit. Exact. Ça dans le cadre de la mission militaire. D'ailleurs, je ne sais pas, j'ai vu certaines publications où on m'accusait d'avoir été génocidaire parce que j'ai eu à bombarder, alors que ce n'était ni mon métier, ni encore mon rôle. Bon, mais ça passons. Exact. Et donc, vous voyez, c'est ce genre de fausses informations qui est diffusé au point où, à un certain moment, j'ai remarqué que ma qualité de militaire et ma casamancité étaient complètement antinomiques. Je me suis arrêté et j'ai demandé à être déchargé des fonctions qui m'avaient été données. Et je suis parti. Parlons de la lettre de Kintala à son frère, en parlant du déni de l'État. Ouais. Qu'est-ce que vous appelez déni de l'État dans cette affaire? Et pourquoi? Votre approche est extraordinaire, c'est-à-dire que vous montrez toujours un certain détachement en faisant porter à des personnages un message, une perception. Pourquoi? D'abord, ici, c'est Kintala qui écrit un message à son frère sur ce que vous appelez dans le titre le déni de l'État. Kintela, elle a écrit à son frère. Pourquoi? Parce que Kintela avait été chargé par son père de transmettre un document à son frère. En effet. Le papa trouvait que c'était un document tellement important. Pourquoi il était important? Il était important en sens que c'était le premier document que des cadres casamancés
avait produit dans le cadre justement de cette incompréhension sénégalo-sénégalaise. En effet. La crise. Donc le papa a trouvé que c'était déterminant, que son fils devait connaître cette histoire. Et donc il avait chargé Quintela de lui faire la saisie. Et Quintela ne l'avait pas fait, vous l'avez vu dans le livre. En effet. Et pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas le temps. Vous savez, elle est responsable dans une... Exactement, voilà. c'est ça. Et elle n'avait pas le temps. Et elle avait une charge professionnelle. Voilà. Et le papa lui en voulait. Le papa lui en voulait à un certain moment, qu'il avait même traité d'irresponsable et tout, voilà. Et Quintela qui écrit à son frère, il dit, écoute, voilà, je prends la peine aujourd'hui quand même d'écrire ce document que je t'envoie. Hein. Prends la peine de faire un retour à notre papa pour lui dire que tu as reçu. Mais le délit de l'État, c'est justement parce que ce document, effectivement, il était très important. Parce que ce document, il a passé au peigne fin toute la genèse de la politique de décentralisation, de la politique économique, Exact. de la politique sociale, De la configuration du système administratif. Du système administratif. En effet. Et ils avaient mis, perçoit, voilà, ils avaient mis le doigt. Et ce document, effectivement, quand il est arrivé aux mains du président de la République, il n'a pas connu l'attention qui s'y est. Donc c'est ce qui fait que ce document a été rémisé très vite dans les placards et il avait été classé secret défense. Justement, ce sera une occasion pour entrer dans le vif du sujet et parler de la gestion politique de cette affaire. Parce qu'ici, nous sentons nettement, d'après ce qui est relatif, que l'État n'avait pas pris ses responsabilités politiques pour gérer cette affaire. Vous savez, on essaye toujours de trouver des boucs émissaires en disant, oui, à cette période, on dira que c'est Macky Sall, le président Macky Sall. En effet. Il faut que nous fassions très attention. Parce qu'un président de la République, il ne légifère que sur la base d'informations que son entourage produit. Exactement. Je ne pense pas, de toutes les recherches que j'ai faites, de tous les travaux que j'ai faits, il ne m'est jamais apparu qu'un président de la République du Sénégal ait eu une ambition volontaire d'ostraciser une quelconque région que ce soit dans ce pays. Exact. Ils ont pris des décisions en fonction Des des informations qu'ils avaient reçues. Exact. Maintenant, effectivement, au demeurant, si ces informations ne sont pas cohérentes, Erroné. parce que souvent, on parle d'informations. Un président de la République ne prend pas une décision sur la base d'une information. Il prend une décision sur la base d'un renseignement. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre l'information et le renseignement. Le renseignement est cette information qui a été recoupée, qui a été vérifiée et dont on est sûr du fondement. Mais s'il y a tout un lobby qui est là, qui fait tout pour que vous ayez des renseignements tronqués, c'est sûr. Je prends le cas d'Ablaouad. Quand il disait, écoutez, moi j'arrive en 100 jours, je règle le problème d'Afrique. Exactement. Aujourd'hui, ça fait des railleries, des bouderies. Mais moi, je sais que Ablaouad était sincère. De par sa connaissance de cet instant précis du conflit, il était sincère et il était déterminé. Oui, c'est vrai qu'Ablaouad, il voulait toujours qu'il imprime sa marque de fabrique. C'est normal, mais il était sincère. Mais après, il s'est rendu compte qu'au bout du compte, si vous regardez le premier livre, que j'ai écrit dans Figure du terrain, justement, j'ai brossé En effet. Voilà. Donc, c'est pourquoi, pour revenir à votre question, vous dites que cette crise, elle est pernicieuse. Cette crise, elle est complexe. Cette crise, c'est tout à fait normal, parce que vous savez, chaque fois qu'il y a une crise, on ne se rend pas compte. Tout de suite, il y a une économie de guerre qui se met en place. Et attention, quand je dis... D'ailleurs, là, nous allons revenir sur l'économie de guerre. D'accord. Bon, donc parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a guerre, il y a une petite, un groupuscule de personnes que ça arrange, parce que ça leur permet de pouvoir faire des économies, faire des affaires. Ça va au-delà. Et ça peut même aller au-delà. Ça va au-delà, parce qu'aujourd'hui, si on prend par exemple le cas de la crise casamançaise, vous voyez tous ces jeunes qui travaillent dans les ONG. Oui. Dans les ONG, qui ont des emplois stables, ces jeunes-là, vous croyez aujourd'hui, effectivement, quand on va vers une résolution, il va falloir qu'on tienne compte de ces jeunes-là. Exact. Hein?
Je prends par exemple une ONG spécialisée dans le déminage ou une ONG spécialisée dans le secours, qui est une grosse pourvoyeuse d'emplois. Aujourd'hui, si on va vers la paix, c'est-à-dire la configuration va changer. Mais il va falloir qu'on réfléchisse. On réfléchisse. Vous savez, il y a ce qu'on appelle... Bon, les gens, ils voudront l'économie de guerre. Les gens, ils le voient souvent sur le côté négatif. En effet. Mais même au niveau international. Vous prenez le Japon. Le Japon. Personne ne les soupçonne. On ne parle pas du Japon quand il s'agit de guerre, des deals et autres. Mais tous les véhicules tout terrain qui sont fournis, soit aux combattants et tout, ils sont de marque Toyota. Vous êtes d'accord avec moi? En effet. La plupart, ils sont de marque Toyota. Oui. Donc, c'est une situation qui les arrange. Il y a une économie de guerre. Donc, ils font partie de l'économie de guerre. Oui. Voilà. Alors, madame, monsieur, je rappelle juste que notre invité de ce jour, c'est Xavier Diatta, l'auteur de l'ouvrage Les geôles du mensonge. Je lis juste une partie de votre 4e de couverture pour mettre en haleine ce qui nous lisent. Vous dites Casamance, les geôles du mensonge est un récit qui aborde sans langue de bois la situation incompréhensible qui prévaut dans cette zone depuis l'éclatement du conflit en 1982. C'est le témoignage d'un ancien élève de lycée Djignabo dans les années 70, ancien aviateur militaire de l'armée sénégalaise de 1984 à 2001, aujourd'hui opérateur économique depuis 2003. Cet ouvrage nous livre les dernières informations sur le conflit casamançais. Parlons des enjeux économico-stratégiques. Vous avez brossé tout à l'heure comment et à qui ce conflit fait leurs affaires ou bien fait son affaire. Oui. N'oublions pas une chose. C'est Papa Pascal qui parle. Exact. D'ailleurs, il y a une réponse. Voilà, aujourd'hui disparu. Exactement. Donc, on a dit à l'entame que c'était quelqu'un d'expérience. C'est quelqu'un qui donne sa vision. Ça ne veut pas dire que c'est la vision réelle, factuelle qui se trouve sur le terrain. Exact. Il a donné sa compréhension, justement, des enjeux stratégico-économiques. Voilà. C'est pourquoi, quand vous dites la 4e de couverture, ça, c'est l'éditeur qui, voilà, de sa compréhension, il essaie de faire justement un résumé pour pouvoir le présenter au lecteur. Donc, c'est pourquoi je vous dis, oui, les enjeux sont immenses. Vous avez même brossé l'affaire Niafran. Oui, il y a l'affaire Niafran, il y a tout. Tout y passe parce que c'est ça l'économie de guerre. Tout y passe. Depuis les armes, l'anacarde, la drogue, tout y passe. Et aujourd'hui le bois. Qui s'échange en milliards de francs CFA. Et ça pose problème. Exact. Voilà. Alors, encore une fois, ce récit n'est pas un récit pour dénoncer telle ou telle personne. En effet. Non, c'est pour dénoncer un phénomène qui est là. Que les Sénégalais, nous devons être beaucoup plus attentifs. Parce que quand on voit, par exemple, dans les revues scientifiques, le Financial Times dit que la Gambie a exporté en 2017 148 milliards de francs CFA. Oui, il y a des données, économiques. Voilà, 148 milliards de francs CFA en bois. Ça pose problème parce que la Gambie n'a pas de ce potentiel. Exact. Et pourtant, le président Macky Sall, en voulant anticiper, voilà, en voulant anticiper, a même légiféré. Il a pris un décret pour interdire la coupe du bois. Donc tout ça, ça interpelle. Mais comment ça se fait? Quels sont ces gens qui sont là, qui arrivent à échapper à la vigilance de tout? Heureusement, là j'ai vu dans la presse d'hier qu'il y a eu, je crois, c'est des douaniers qui ont arrêté une grosse quantité de bois. Mais c'est ça le conflit. Donc, le but de ce témoignage... Donc, ce conflit aujourd'hui, M. Diatta, pour faire court, est passé d'un conflit armé à ce qu'on peut appeler à des jeux d'intérêt économique. Mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Le conflit armé, dès qu'il commence, automatiquement, les intérêts économiques commencent déjà à... Ils s'installent, ils sont là. Ils sont là. Ces tentacules sont Mais ces tentacules sont... Et comme je l'ai dit, c'est des affaires pernicieuses. C'est des affaires douloureuses. Et c'est des affaires très violentes.
Parce que quand vous voulez aller à contre-courant, justement, de ces intérêts, généralement de grands lobbies internationaux, c'est sûr qu'ils ne vous laissent pas vivre. Alors, vous avez parlé dans cet ouvrage de l'affaire Boffa, peut-être de façon substantielle, vous en avez un peu parlé. Qu'est-ce qui fait que ces affaires économiques, souvent, tendent ou bien, d'un coup, aboutissent à de la violence, parfois même à des assassinats comme cette affaire? Mais c'est ce que je vous dis. Je vous dis, c'est même cette économie qui est comme ça. Une économie, dès lors qu'elle est interdite, une économie qui n'est pas légale, une économie illégale, mais elle est violente. La violence, ce n'est pas l'apanage justement de ce conflit. Toutes les fois qu'on est dans l'exploitation clandestine, que ce soit des débits de boissons, ça c'est avec les États-Unis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a toujours cette violence. Effectivement, c'est une violence. C'est vrai qu'il y a beaucoup de familles qui ont été marquées, des familles qui seront marquées à vie, qui seront marquées jusqu'à la fin de la vie de ses membres. Mais il faudrait que nous puissions vraiment nous faire un amende honorable et que nous essayons de pardonner. Parce que moi je crois que c'est ça, c'est uniquement ça qui peut nous faire avancer. Madame, Monsieur, chers internautes, c'est presque la fin de l'émission. Nous allons donner juste à M. Diatta, puisque nous avions presque moins d'une demi-heure de temps. M. Diatta, en tout cas, c'est un plaisir de vous avoir reçu dans cette émission. Merci à vous, merci à vous. Je suis tout aussi heureux d'avoir pu échanger avec vous et d'avoir apporté des éclaircissements parce qu'effectivement, il y a eu tellement de noms sur le livre. Aujourd'hui, les gens parlent beaucoup de ce livre. Bon, mais j'espère que j'ai apporté des éclairages qui permettent aux gens de comprendre un peu ma démarche. Ceci n'est qu'une esquisse, une ébauche en fait de ce que M. Diatta raconte dans cet ouvrage. Procurez-vous l'ouvrage ici dans les maisons d'édition à l'Harmattan Sénégal et vous saurez de façon claire, nette et précise ce qui s'est passé dans ce conflit et quelles sont les perspectives, les affaires. Madame, Monsieur, chers internautes, merci